GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours en direct et en public. Vous souhaitez assister à l'émission 06 60 61 00 60 pour être avec nous, passer ces 3 heures. Et demain notamment, c'est l'animateur Patrick Sabatier qui viendra passer le grand oral des GG. Nous serons avec Gilles William Goldadel, Rosa Méziane, Étienne Liebig. Des grandes gueules qui reprennent la parole tout à l'heure dans les sujets qui ont fait l'émission. C'est dans le GG et vous. Je sais qu'il y aura un GG et vous venu du public pour l'ami David Dickens. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec Jérém Star. Bonjour. Ça va ? La vérité, toute la vérité, c'est le livre dans lequel vous venez régler vos comptes, mon cher Jérém Star. Oui, régler mes comptes. Surtout donner une bonne leçon à mon jeune public sur l'utilisation des réseaux sociaux et expliquer la vérité, l'envers du décor de cette polémique médiatique assez infâme, de cette campagne de dénigrement. Alors, racontez ce qui vous est arrivé pour ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire. Alors, il s'est passé qu'il y a eu un petit problème en fait sur l'un de mes sites People où l'une de mes rédactrices a publié un article qui aurait été volé à un internaute qui a pété les plombs puisque son scoop n'a pas été crédité et s'en est suivi une horrible campagne de vengeance avec des diffusions de vidéos atroces et puis avec des accusations horribles me rendant complice de viol. Avec d'agression sexuelle avec l'un des membres de mon entourage qui, on l'apprendra par la suite, effectivement utilisait mon nom pour se faire mousser, mais qui n'a jamais violé personne. Comme je l'explique, je n'ai jamais rien vu. Et, il s'appelle Pascal Cardona, il était cadre à France Bleu. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et voilà, en fait, c'est une affaire qui a été appelée sur Twitter Jérém Stargate et qui ensuite a été reprise dans les médias traditionnels. J'étais assez stupéfait. Et c'était en fait le Jérém Stargate, un mot fourre-tout, un mot marketing, une astuce pour générer du clic, puisque aucune des accusations qui m'ont été balancées en pleine tête n'ont abouti. Mais non ça, abouti. Ça fait quoi d'avoir son nom quand même associé à des mots comme pédophilie, agression sexuelle, viol ? C'est atroce, enfin, surtout quand on connaît un minimum. Personne, en fait, y a cru dans mon entourage et c'est absolument choquant. On se dit, mais comment ça peut aller aussi loin pour un pauvre scoop de télé-réalité ? Ça m'a vraiment détruit cette polémique. C'était abominable de me lever tous les matins, de voir des couvertures de magazines me mettant au cœur d'un réseau de prostitution, de pédophilie. Enfin, c'était totalement bidon. Et en fait, ce que vous démontrez, c'est qu'on ne peut pas arrêter le rouleau compresseur. On peut pas, et c'est bien le problème du cyberharcèlement aujourd'hui, c'est que ça se propage à une vitesse hallucinante sur les réseaux sociaux. J'ai contacté les plateformes, bien évidemment, on m'a rionné, personne n'a agi. Qu'est-ce qu'on vous répond dans ce cas-là ? J'ai tout essayé. En fait, on me répond pas. Alors, soit en fait, une jeune femme qui travaillait chez Instagram, qui aujourd'hui n'est plus en poste, s'est foutue de ma gueule en me demandant si c'était bien moi qui adressais des mails et qui faisait contacter un cabinet de ministre pour m'aider, mais avec des points d'exclamation entre parenthèses, comme si bon, il n'y avait pas de gravité. Soit on se fout de ma gueule, en fait, soit je reçois un mail automatique à chaque fois que je signale, je pense comme tout le monde, quelque chose sur Twitter. Il y a rien qui saute, ça se propage à une vitesse hallucinante et l'urgence est là et je pense que les ressources que propose la loi aujourd'hui sont clairement insuffisantes. Quand j'ai été aussi déposer plainte parce que j'ai mené des actions en justice contre mes cyberagresseurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel décalage. Les services de police, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais n'étaient pas préparés, ne comprenaient pas en fait la différence d'une story Instagram, d'une story Snapchat. J'ai déjà perdu 3 heures à essayer d'expliquer. Enfin, c'est super compliqué, on se retrouve en fait happé par quelque chose et puis ça se propage, la machine est lancée, on peut plus rien arrêter. Et ça détruit complètement. Et c'est pour ça que vous êtes éloigné, enfin vous étiez un peu contraint de vous éloigner de la vie publique, plus de télé. Oui, je me suis retiré des médias et des réseaux sociaux parce que cette polémique est née sur les réseaux sociaux. Il était hors de question que je donne mes premières déclarations sur ces plateformes-là. Et c'est pas un jeu, c'est pas drôle là ce qui s'est passé. Donc je voulais vraiment réserver la primeur de mes déclarations à la justice. Il se trouve qu'aujourd'hui, plus d'1 an après le début de cette horrible campagne, le procureur de Nîmes n'a jamais jugé bon de me recevoir pour m'entendre même en tant que témoin pour ce que j'aurais pu éventuellement voir de la part de cette personne de mon entourage à qui on reprochait les faits, parce que ça a porté mon nom, on ne m'a jamais rien reproché à moi. Mais la justice n'a pas voulu vous entendre. La justice n'a pas voulu me recevoir.
J'ai encore envoyé une lettre via mon avocate hier. Non, même pas en tant que témoin. C'est-à-dire qu'actuellement, on me dit souvent quand allez-vous être blanchi, mais jamais. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Les seules affaires qui sont en cours, c'est celles que j'ai menées et pour lesquelles tous mes cyberagresseurs sont aujourd'hui mis en examen. Oui, parce que en fait, certains vous voient comme un coupable présumé, alors que vous êtes une victime, en fait, et vous êtes victime d'un cyberharcèlement, comme on le dit maintenant. C'est même C'est cyberagression. Oui, bah c'est une véritable agression. Hein. Et effectivement, je suis un petit peu la première victime d'un système auquel j'ai contribué. Oui, alors moi, c'est ça, l'enfant des réseaux sociaux. Oui, alors vous êtes né des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux veulent votre peau. Ben, c'est ça, c'est que j'ai influencé certains jeunes qui me suivaient. Je pense que mon message a parfois mal été interprété. Moi, je me suis inscrit comme un dénonciateur de la télé-réalité. J'y allais pas de main morte, je balançais. Aujourd'hui, je fais un petit peu mon mea culpa. Je me rends compte que parfois, je suis allé loin et que j'ai un peu fait de la merde. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une génération qui a mal interprété ça et qui a pensé... Oui, non, mais ça, c'est très intéressant. Oui, dans le livre, mais tout le monde n'a pas lu le livre, mais c'est très intéressant de dire que finalement aussi, vous vous rendez compte que vous avez participé un peu à ces campagnes de dénigrement massives. Je suis jamais allé aussi loin que ce que j'ai pu me prendre dans la tronche. Bien sûr. Là, c'est extrêmement grave. Derrière, ça entraîne d'autres réactions. Mais effectivement, j'ai alimenté ce qu'on appelle la machine à merde, quoi. Donc, je me prends le retour de flamme en pleine tête. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole parce que j'ai décidé d'arrêter mes activités en rapport avec la télé-réalité, avec toutes ces délations qui avaient lieu lorsque je faisais des interviews. Je n'ai plus voulu faire et j'ai envie vraiment d'éduquer les jeunes qui me suivent aujourd'hui, de leur dire attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, attention à ce que vous partagez parce que c'est prendre part aussi, en quelque sorte, au cyberharcèlement en partageant des fausses infos. Et surtout, attention à ce que vous lisez sur Twitter. Ça n'est pas la vérité, ce qu'on peut lire sur Twitter. Vous avez été lâché par tous vos amis, par ceux qui se prétendaient tels ou pas, Jérém Star, parce que dans le bouquin, on voit que vous vous êtes retrouvé bien seul aussi à un moment, dans ce grand milieu de la télévision et des médias. Ah bah, j'ai été lâché par tout le monde, oui, évidemment. Enfin, voilà, il n'y a pas de présomption d'innocence dans les médias. Enfin, en tout cas, pas dans ceux avec lesquels je travaillais. C8 m'a lâché comme une merde. Effectivement, on a préféré penser aux intérêts financiers et aux annonceurs que à la présomption d'innocence. Oui, vous étiez chroniqueur chez Ardisson aussi. Oui, c'est ça, C8. Mais c'est-à-dire que C8 préfère vous sacrifier plutôt que de prendre le risque de vous avoir sur un plateau avec des annonceurs qui vont se poser des questions. Je vous explique pas après tout le buzz qui a été fait autour de reviendra pas. Ça a aussi bien servi, je pense, à la chaîne. Mais ouais, j'ai clairement été pris pour un pantin et lâché par tout le monde, y compris par mes marques partenaires. Thierry Ardisson voulait vous garder. Thierry s'est beaucoup battu et je pense que c'est bien seul sur cette chaîne avec le producteur, mais il n'a pas eu le dernier mot malheureusement. C8 a décidé de m'évincer et ça c'était la catastrophe. Si vous voulez, au moment où j'apprends que je suis évincé de C8, je suis condamné en fait aux yeux du public. Mais oui, c'est ça. C'est que c'est vrai. Alors qu'il n'y a aucune affaire et que même des gens intelligents ne comprennent pas que je ne peux pas être blanchi parce qu'il n'y a pas de procédure à mon encontre. Alors, question, Joël Dagosseri, David Dickens, si vous voulez que ça, Joël. Écoutez, moi, Jérém Star, je vous connaissais que de nom. Honnêtement, je me suis arrêtée à Loana dans la piscine avec Jean-Édouard, donc je vous explique que... Je n'étais pas là. Mais... Voilà. Je n'étais pas non, j'ai suivi quelques autres petites saisons de Secret Story, je l'avoue, mais je me suis arrêtée, voilà, il y a quand même facile 6, 5... Au moment des ans, j'ai dit non, je décroche. Ah bon, oui, non, mais vous avez bien fait. J'ai complètement décroché. Et donc, voilà, votre personnage et tout ce qui allait avec, je connaissais pas du tout. Et j'ai lu votre livre et quelque part, vous êtes très touchant parce qu'on vous sent très fragile, déjà fragilisé par ce qui vous est arrivé, mais de nature quand même déjà assez fragile et vous dites que vous êtes un enfant en fait et vous m'avez fait penser à Michael Jackson quand on dit qu'il y avait quelqu'un qui avait dit non mais attendez, non mais pas sur ça, attendez, non c'est sur l'argument. Attends, mais pas sur le moonwalk. Laissez-la continuer, laissez-la continuer. Pas sur le moonwalk. Non, je vous explique sur l'argument, parce qu'on a entendu un argument sur Michael Jackson où on disait c'était un enfant, il ne pouvait donc pas être pédophile puisque lui-même était un enfant. Et c'est un argument, je vous accuse pas d'être pédophile, mais c'est un argument que vous reprenez dans votre livre parce que vous expliquez en fait que vous êtes plutôt tarte à la crème et conte de fées et tout ça et que vraiment, enfin voilà, la pédophilie est même presque
presque asexué entre guillemets. Vous n'êtes pas très sexe dans le sens où vous c'est plutôt les bisous, les câlins et machin. C'est ça, j'ai une vision de l'amour très particulière. Voilà, exactement. Et quiconque me connaît un minimum, en fait, sait que c'est pas possible que j'ai violé qui que ce soit. Personne. Voilà, et donc c'est un argument que vous reprenez. Et bon, je le mets pas en doute, hein, mais la question que je me pose, c'est que vous avez fait toute votre carrière sur votre image. En fait, votre entreprise, c'est vous. Oui. Vous voyez, votre entreprise, c'est vous. Et du coup, quand ça s'est écroulé, vous vous êtes écroulé en même temps. Bien sûr. Et je voulais savoir, parce que maintenant, là, vous allez faire une plateforme, bien sûr. Et est-ce que vous comptez faire un autre produit que vous, en fait? Alors effectivement, j'ai fait mon fonds de commerce sur mon image, sur ma personnalité. Hein, c'est le nouveau métier d'aujourd'hui, influenceur. Et c'est aussi pour ça que je me suis pris aussi un sacré retour de flamme. Maintenant, j'ai décidé de changer mes activités, mais je vais quand même continuer à exister, évidemment. Je continue à alimenter mes plateformes et mes réseaux de contenu divertissant. J'ai une entreprise de production audiovisuelle. Je lance cette plateforme consacrée aux luttes contre le harcèlement numérique et scolaire pour orienter les jeunes vers les bons contacts, mais aussi pour produire des reportages et des interviews sur des témoignages de gens qui ont subi ça. J'ai envie que mon expérience serve à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont victimes de harcèlement scolaire, mais aussi de harcèlement numérique, puisque souvent les deux sont liés. Et il y a vraiment une évolution. J'ai envie que ma communauté grandisse en même temps que moi et apprenne de mes erreurs. C'est vrai que par le passé, j'ai plébiscité un système de vulgarité. Je n'ai plus envie aujourd'hui et j'ai changé beaucoup de choses dans mon personnage et dans l'orientation de ma carrière. Oui, mais les jeunes, en fait, leur truc, c'est qu'ils veulent être influenceurs. Oui. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas un métier. Bien sûr qu'on peut influencer les gens, mais influencer juste avec son image. Moi, j'aimerais que vous ayez plutôt un discours dans ce sens-là et de ne pas tout miser sur l'image, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça quand vous interrogez certains jeunes. Bien sûr, ce qu'ils veulent faire, c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est pas un métier. Quand je rencontre en dédicace des jeunes, effectivement, ils s'imaginent que ça y est, on clash quelqu'un de connu, on gagne 20 000 abonnés, on crée un compte Instagram, ça y est, on est influenceur. Non, pour être influenceur ou même pour avoir un métier, globalement, il faut travailler. Moi, c'est plus de 10 années de travail où je me suis vraiment sorti les doigts pour essayer de construire quelque chose de concret, faire des choses intelligentes, évoluer. On ne devient pas juste influenceur, en posant devant la Tour Eiffel. Ça n'existe pas. Et malheureusement, il y a un gros problème aujourd'hui chez les jeunes. Tous veulent devenir influenceurs. Ça y est, on pense qu'on ouvre son compte Instagram, c'est devenu un métier. Alors, non, trouvez-vous une vocation. Un influenceur, c'est quelqu'un où les personnes vont, à laquelle les personnes vont s'identifier parce que la personne propose du contenu. Être influenceur aujourd'hui, c'est devenu aussi un mot qui veut tout et qui veut dire tout et n'importe quoi. C'est pas juste en fait faire la pub d'un pot de pâte à tartiner. Non, c'est avoir des projets, c'est lancer des choses, c'est parler de sujets, c'est transmettre quelque chose à sa communauté, et puis c'est avoir un véritable business, une structure derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs, moi je vois dans ma boîte par exemple, les influenceurs font partie du plan média. Oui, ça veut dire qu'on débloque des budgets pour payer des personnes qu'on invitera à voir, pour ce qui nous concerne, le spectacle. On va créer une petite expérience pour ce qui nous concerne, faire à l'influenceur ou l'influenceuse un numéro de cirque qui sera vu par la communauté, et pour ça, ces personnes seront rémunérées et grassement rémunérées. Si je comprends bien, tu pourrais inviter Thibault Langsade, le payer à faire un petit exercice de cirque, et ensuite Thibault raconterait son expérience de trapèze. Qui se crache comme une bouse par terre après un exercice de trapèze, ça fait des centaines de millions de vues. Comme je suis un directeur marketing plutôt efficace, j'inviterai davantage Jérémy que Thibault. Je te remercie. Pour avoir des retombées. Mais c'est vrai que les influenceurs aujourd'hui sont les nouveaux vecteurs. J'ai Hamstar, vas-y. Les influenceurs aujourd'hui sont les nouveaux vecteurs. Autrefois, par exemple, on prenait, je sais pas, de la presse écrite ou des campagnes d'affichage dans le métro. Aujourd'hui, par exemple, moi, Enrique Iglesias, pour remplir Bercy, a fait appel à moi pour utiliser mes réseaux sociaux pour remplir Bercy et plus forcément une campagne d'affichage ou de presse traditionnelle. Pour remplir les meetings de Macron, on peut faire appel à vous. Vous savez qu'on m'a déjà demandé il y a quelques années d'assister à des meetings pour faire la pub d'un parti politique. Lequel ? C'est assez drôle. J'ai jamais communiqué là-dessus parce que la politique. On est entre nous là. Non, je vous dirais pas. C'est peut-être un parti qui n'existe plus. Oui, enfin voilà. En tout cas, il fallait que j'en fasse la promotion parce que ça avait du mal à décoller. Et qu'il fallait trouver les jeunes qui viennent. Il fallait rameuter ma cible. Jérém Star est avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant. Question de Thibault Langsade, David Hickens, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.